coup, le thème du jour, c'est le recrutement constructif, 5 bonnes pratiques pour une expérience candidat réussie. Comme je te disais, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Claire, qui va co-animer aujourd'hui avec moi ce webinaire, et puis de 3 intervenantes inspirantes, mais je les laisserai se présenter tout à l'heure. De mon côté, je suis Pauline, je suis une des cofondatrices de l'association Active Action. Et pour ceux qui ne connaissent pas Active Action, chez Active Action, on porte la mission de transformer le chômage en une expérience constructive pour en faire une période d'opportunité pour développer son réseau, ses projets, mais aussi ses compétences, savoir-être relationnel et pour s'engager dans des projets collectifs. Et pour ce faire, on collabore avec 4, on va dire, types d'acteurs, les personnes en recherche d'emploi, en créant des communautés d'entraide via des ateliers notamment collaboratifs, mais aussi avec les acteurs de l'insertion et les acteurs publics, en co-créant avec eux des parcours d'accompagnement vers l'emploi, des dynamiques territoriales via des formations, du conseil, notamment des formations d'aller vers, pour avoir un changement systémique sur ces territoires-là et notamment sur les questions de l'emploi. Et auprès des entreprises, on travaille et on collabore avec les entreprises de nos territoires, mais aussi au niveau national, pour finalement co-construire ensemble des parcours de recrutement, d'intégration qui soient inclusifs et constructifs et développer des dynamiques collaboratives au sein des entreprises. Et donc, on organise plusieurs événements de sensibilisation comme ce webinaire aujourd'hui, mais aussi des fresques de la diversité. On a des formations et des accompagnements au changement des politiques RH un peu plus sur du long terme. Justement, on parle de recrutement inclusif et constructif. Aujourd'hui, on souhaite vous proposer de se focaliser sur ce deuxième terme, qui est le terme constructif. Donc, on va faire un focus sur qu'est-ce que c'est un recrutement constructif. Constructif pour qui, pourquoi, qu'est-ce que ça implique à la fois du côté des candidats, mais aussi du recruteur et de l'entreprise. Et pourquoi on souhaite vous parler de ce terme ? En 2021, on a demandé à environ 300 personnes quel était l'impact d'une expérience de recrutement qui pouvait être bien vécue ou mal vécue. Et dans leur réponse, quand une expérience était mal vécue, 78% nous disaient qu'ils avaient des difficultés à se remettre à postuler. Et plus de 80% nous disaient que ça, voire 90% nous disaient que ça avait un impact sur leur confiance en eux, sur la confiance en soi et sur la confiance envers le monde du travail, envers les entreprises, etc. Donc, on voit qu'il y a un impact de comment on vit cette expérience de recrutement. Et ce n'était pas forcément lié à la réponse « je suis embauché, je ne suis pas embauché », c'était vraiment l'expérience même du recrutement. Donc, ça a à la fois un impact sur les individus, mais aussi sur la recherche d'emploi, et ça peut aussi avoir un impact sur les recruteurs ou sur l'entreprise. Chez Active Action, on définit le recrutement constructif par, finalement, le fait de se dire que ce n'est pas une phase binaire dans laquelle il y aurait uniquement soit une issue positive, soit négative, selon l'obtention du poste ou non, mais que c'est un processus enrichissant durant lequel les deux parties ont à gagner, quelle que soit l'issue. Donc, par exemple, le candidat peut repartir avec de nouvelles compétences, identifier des axes d'amélioration et le recruteur participe à renforcer la confiance et le développement des compétences du candidat et ça peut permettre de réduire les risques psychosociaux et de favoriser une vision positive de son entreprise. Donc, finalement, le recrutement constructif, c'est prendre en tant que recruteur une posture d'accompagnateur vers l'emploi. Et c'est ce qu'on va vous proposer d'explorer ensemble aujourd'hui à travers des témoignages, des retours d'expérience et aussi à travers nos propres outils, nos propres bonnes pratiques qu'on souhaite aujourd'hui vous partager. Je m'arrête là pour l'introduction. Je laisse la parole à Claire et à nos intervenantes pour se présenter. Bonjour à tous et merci Pauline pour cette présentation. Nous sommes très heureuses de vous présenter nos 3 intervenantes qui sont venues échanger leur vision et pratique du recrutement constructif. Donc, sans plus attendre, je vous propose, mesdames, de vous présenter via 2 caractéristiques. Et pour ouvrir le bal, je propose à Marie-Aude de se présenter. Toutes et à tous, merci Claire. Alors la première caractéristique qui me vient aujourd'hui, ce serait en lien évidemment avec le thème de la discussion. C'est la justice sociale qui est à l'origine de beaucoup de mes investissements, de mes activités. Et également, c'est une valeur qui est très importante dans le monde du travail pour moi. Et la deuxième caractéristique que j'ai envie de partager, c'est le fait que je pratique la randonnée sportive en moyenne montagne. Et voilà pour mes 2 caractéristiques. Je passe donc la parole
à Mélanie ou à Cynthia. Mélanie? Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Mélanie. Moi, ce qui va me caractériser, ça va être d'un côté, ma passion dans la vie, c'est les voyages, découvrir de nouvelles cultures, des nouveaux pays, des nouvelles gastronomies aussi. Et en termes de ce qu'on appelle les soft skills, et on va en parler d'ailleurs tout à l'heure dans ce webinaire, ça va être l'écoute et l'empathie que j'essaye d'avoir au quotidien. Merci Mélanie. Et Cynthia? Eh bien, bonjour tout le monde. Pour ma part, ce qui va conduire à peu près toutes mes actions, c'est ma recherche d'équité. Je ne parle pas d'égalité, mais bien d'équité, effectivement. Et j'en suis très attachée aussi bien dans mon perso que dans mon pro. Et la deuxième caractéristique, c'est que j'ai une passion pour le jeu de rôle, qu'il soit sur table ou grandeur nature, voilà. Et pour les nouvelles technologies en général, je suis ce qu'on peut appeler une geek et je le vis très bien. Voilà. Merci Cynthia. Alors juste pour situer, donc Cynthia, tu es responsable RH pour Athéo et Mélanie, tu es chargée de recrutement et marque employeur pour Hartmann Group et Mario, tu es activatrice et tu es là en tant que candidate. Alors sans plus tarder, pour rentrer dans le sujet qui nous regroupe tous aujourd'hui, j'avais une question pour vous Cynthia. Qu'est-ce que le recrutement constructif? Mais effectivement, on va entrer directement dans le vif du sujet. Pour moi, c'est effectivement avant tout, c'est un échange entre les deux parties. C'est pas une espèce d'examen à sens unique où le candidat vient et est jugé par l'employeur. Pour moi, c'est vraiment notre capacité à créer un cadre qui permette un échange bienveillant, respectueux, un échange vraiment mutuel, c'est-à-dire que le candidat nous apporte des choses, mais que nous également, on lui apporte des choses. Et qui va nous permettre à toutes les deux parties de pouvoir en fait s'exprimer, être soi-même, voilà, se dévoiler et pouvoir appréhender aussi bien d'un côté pour le candidat que les missions, la culture de l'entreprise, que pour l'entreprise, et bien justement également ce qui va driver le candidat, ce qui va le passionner et s'il va pouvoir faire sa place chez nous. Pour nous, pour moi en tout cas, c'est vraiment l'idée de bien vérifier l'adéquation d'un candidat à l'entreprise, mais également de l'entreprise au candidat, et tout ça dans un cadre où le candidat ou la candidate se sentira à l'aise, ne sera pas jugé ou mis en danger, voire dévalorisé comme ça peut effectivement arriver de temps en temps. Et c'est à nous de créer ce cadre bienveillant. Super, merci. Vous parlez du coup d'échange entre les deux parties. Ça sous-entend que ce processus a aussi un impact sur le recruteur. D'ailleurs, Mélanie, quel est l'impact sur vous en tant que recruteuse? Oui, alors si on se place vraiment du côté recruteuse, donc pour moi, ce qui va être valorisant dans mon métier, ça va être lorsque je recrute quelqu'un, par exemple, une personne est embauchée et que je la recroise dans l'entreprise lors de son intégration et qu'elle va me remercier en fait tout simplement pour le processus de recrutement qui s'est bien déroulé, dans lequel ils se sont sentis écoutés, respectés, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, valorisés. Et surtout aussi qu'elle retrouve en arrivant dans l'entreprise l'image que moi j'ai évoquée lors des entretiens en fait. Nous, on est vraiment les premières personnes que les candidats vont voir ou entendre de l'entreprise. Donc, c'est important qu'il y ait cette adéquation justement entre ce qu'on va décrire et ce qu'ils vont retrouver derrière dans l'entreprise. Donc, ça, c'est hyper... On n'entend plus. C'est un petit jeu, il faut deviner la suite. Alors, qui se lance? Oui, qui se lance à deviner la suite? Bon, on va embrayer sur Marie-Aude et puis on redonnera la parole à Mélanie. Du coup, du point de vue du candidat, Marie-Aude, quel est l'impact quel impact ont eu ta recherche d'emploi et les recrutements vécus de manière constructive? Alors, l'avantage, l'intérêt, je trouve, d'un recrutement constructif et inclusif, effectivement, comme on le disait, c'est
le rapport au temps qui est complètement différent, c'est-à-dire que Pauline parlait d'un processus qui est non binaire, et pour moi je l'ai vraiment ressenti comme ça, c'est-à-dire qu'après le recrutement, enfin le non-recrutement plutôt, le processus agit encore. Et pour moi ça m'a permis de rester positive comme on le disait, et d'aller vers des offres d'emploi qui étaient de plus en plus cohérentes avec mes aspirations profondes, et d'envisager la recherche d'emploi comme une rencontre. Alors quand on a dit ça, enfin on n'a pas dit grand-chose finalement, mais il s'agissait pour moi de m'autoriser à davantage sélectionner et à prendre une posture beaucoup plus active, responsable de mon propre chemin, et de parvenir à savoir comment j'allais me positionner. Donc ça m'a permis, oui, d'affiner ma recherche d'emploi et de lever une certaine forme d'autocensure en me disant que l'échec ou la réussite de cet entretien, de ce processus de recrutement, n'allait pas reposer complètement sur mes épaules, mais comme le disait Mélanie, je crois, sur les conditions dans lesquelles nous allions passer ce processus de recrutement. Et ce cadre-là, le fait d'avoir des recruteurs, recruteuses en face de soi qui ont conscience de l'impact du cadre qu'ils mettent en place, c'est très rassurant, quel que soit le niveau où que l'on soit dans le niveau de la recherche d'emploi. Oui, tout à fait, c'est à la fois rassurant et il est évident que ce processus aussi reflète sur l'image de l'entreprise. Et donc, la question qui me vient, c'est Cynthia, quel est l'impact sur la marque employeur finalement d'un recrutement constructif ? Oui, effectivement. Alors, je vois effectivement 2 impacts possibles, aussi bien en interne qu'en externe. Donc, Mélanie le disait tout à l'heure, mais en interne, quand on a un candidat, qui ensuite devient un salarié, qui nous dit « Ah, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le recrutement avec toi, etc. C'était vraiment très détendu, c'était très différent de ce que j'ai pu voir, etc. » Ça les pousse eux aussi à avoir peut-être une fierté ou un petit sentiment d'appartenance plus bienveillant à l'entreprise et à la façon dont on l'a accueilli puis intégré. Et ça lui permet peut-être d'avoir également envie de coopter des gens du réseau. Parce qu'effectivement, quand on a une expérience qui s'est mal passée, on n'a pas envie que les gens qu'on connaît puissent avoir la même expérience. Alors que là, on se dit, bah, tiens, c'était une expérience enrichissante, constructive ou bienveillante. Et bah, tiens, je vais pouvoir coopter des proches, des gens que je connais personnellement. Donc ça, c'est une première chose en interne, mais en externe également. Cette façon effectivement de voir l'entretien de recrutement ou le processus de recrutement dans son ensemble permet également à ce que les candidats, qu'ils deviennent salariés ou non, deviennent les meilleurs ambassadeurs. Si ça n'a pas marché pour eux pour une raison, peut-être que ça marchera pour quelqu'un de leur réseau, de leur promo, de leur filière. Peut-être que plus tard, qui sait, si le recrutement n'a pas marché là, ils nous recontacteront en disant bah, tiens, est-ce que vous avez encore une opportunité qui correspond mieux à mon profil, ou nous, on peut les recontacter sans vergogne également. Et ça permet effectivement de ne pas arrêter juste le recrutement à cet entretien-là, mais de pouvoir effectivement l'étendre à ce qu'on appelle la marque employeur. Très intéressant. Et du coup, c'est vrai qu'on constate que le recrutement constructif se retrouve en fait à 3 niveaux. Il est impactant et constructif pour l'individu, que ce soit le candidat et aussi le recruteur. Il est aussi impactant pour la recherche d'emploi et aussi pour l'image de l'entreprise finalement. D'où l'importance éventuellement aussi de faire des retours, même si c'est négatif, mais des retours aux candidats rencontrés ou juste eu au téléphone, justement pour garantir aussi cet impact positif-là, que ce soit même négatif, mais au moins qu'ils sachent où il en est, comme pour pouvoir s'améliorer pour la suite. Tout à fait, effectivement, et c'est un sujet, le feedback constructif que nous allons effectivement aborder. Alors Mélanie, je ne sais pas si tu es revenue avec nous.
Si tu es là, n'hésite pas à nous faire signe. Et sinon, Pauline, je te laisse du coup introduire les 5 bonnes pratiques pour une expérience candidat réussie. Merci, je crois que Mélanie est en train de nous rejoindre. Effectivement, ce qu'on voulait vous proposer pour entrer dans le détail de concrètement comment on fait pour proposer en tant que recruteur RH un recrutement constructif, de parcourir un peu le process de recrutement par étape et de commencer par l'offre d'emploi, comment déjà faire une offre d'emploi constructive et puis de dérouler comment faire des feedbacks constructifs, comment faire des entretiens individuels constructifs, comment proposer un processus global constructif, etc. Donc, on va dérouler un peu chacune de ces parties-là en vous posant des questions, Cynthia, Maria et Mélanie qui nous a rejoints, et en vous partageant aussi notre retour d'expérience et quelques bonnes pratiques concrètes qu'on pourra illustrer. Donc, on peut commencer par l'offre d'emploi. Comment créer une offre d'emploi constructive? Parfait. Du coup, Cynthia, en quoi le recrutement constructif commence dès l'offre d'emploi? Alors effectivement, vous l'avez très justement dit, il s'agit vraiment de mobiliser le candidat ou la candidate tout au long du processus de recrutement, et ça passe effectivement par la rédaction de l'offre. En premier lieu, déjà, il faut qu'on puisse rédiger une offre avec laquelle nous-mêmes, recruteurs, recruteuses, se sentions à l'aise en fait. Donc pas de langue de bois, des valeurs qu'on partage, puisqu'après c'est ce qui va servir de base à notre discussion, à notre échange avec les candidats, candidates. Et du coup, voilà, pour moi, c'est très important de pouvoir rédiger une offre qui nous ressemble également, mais également qui puisse donner envie au candidat ou à la candidate de postuler chez nous. Pour cela, il va falloir trouver le juste ton, adapté à ce qu'on vise en tout cas comme candidat ou candidate, avec des offres intéressantes, non seulement d'un côté effectivement sur la mission, très opérationnelle, il y aura ci à faire, il nous faut ça comme technologie. Je suis dans le domaine informatique, l'importance des technologies différentes. Donc voilà, dans vraiment les missions en tant que telles, mais également sur les conditions de travail, le salaire, et également sur la culture, les valeurs de l'entreprise. C'est la première approche que les candidates auront avec l'entreprise. Donc il faut réussir à distiller déjà des petites infos là-dessus, et se dire, tiens, moi, j'essaie toujours de me dire, si le candidat lit mon offre ou la candidate lit mon offre, est-ce qu'elle a toutes les infos nécessaires pour postuler? Bien sûr qu'il reste des zones d'ombre sur des missions ou des choses comme ça, mais se dire, oui, mais j'en sais rien que le salaire, quel est le salaire? Est-ce que j'ai envie de postuler ou pas? Des choses comme ça. Quelle est la culture? Est-ce qu'elle va me convenir? Quelle est déjà des petits insights de ce qui va pouvoir être la base de notre échange? Et ensuite, une fois que l'offre d'emploi est rédigée, il va falloir choisir aussi le ton. J'ai oublié, mais effectivement, le ton, le vouvoiement, le tutoiement, c'est pas tout à fait la même chose. Et sur quelle plateforme ensuite on va diffuser les offres? Sur les réseaux sociaux, en cooptation, sur des plateformes plus traditionnelles du style l'APEC, un peu plus à la mode peut-être, comme Welcome to the Jungle ou des choses comme ça. Il faut trouver le meilleur moyen de donner envie au candidat ou à la candidate d'en savoir un petit peu plus, tout simplement. Oui, vous parliez justement du ton ou des valeurs à mettre en avant dans l'offre d'emploi, et finalement, cette pratique, elle est perceptible par les candidats. Et la question que je me pose, c'est d'ailleurs, Marie-Aude, quels sont les éléments sur l'offre d'emploi qui te donnent confiance et te stimulent? Oui, alors j'ai envie de dire que ça se passe préalablement à la lecture de l'offre d'emploi. C'est-à-dire que les meilleurs recrutements, enfin la façon dont je l'ai vécu, là où ça s'est le mieux passé, c'est lorsque c'était des amis, des connaissances qui m'avaient fait part de l'offre d'emploi. Et c'est là où ça a le mieux marché. Et tout à l'heure, quelqu'un disait c'est très important justement que l'offre continue, enfin que l'image de l'entreprise continue à résonner. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est d'anciens candidats qui m'ont parlé de l'entreprise ou des personnes qui travaillaient au moment où j'ai postulé, qui m'en ont parlé. Et là, déjà, ça dit quelque chose de l'offre d'emploi. Et ensuite, la façon dont les choses sont exprimées, ce qui va être très important, c'est que je ressente que l'on s'adresse à moi.
et à moi en tant que personne qui appartient à la moitié de la population. Souvent, les offres d'emploi sont discriminantes. C'est très facile pour un employeur d'être discriminant. Donc, c'est pour ça que c'est très important de travailler à la prise de conscience de comment on fait des offres d'emploi inclusives, c'est-à-dire non discriminantes. Et combien de fois ai-je eu le sentiment qu'en tant que femme, on ne s'adressait pas à moi. Voilà, ça c'est une erreur que je vois très très souvent. Ensuite, oui, effectivement, j'ai besoin d'avoir accès directement aux valeurs de l'entreprise. Je vous cite une phrase qui peut tout changer. C'est lorsque l'entreprise me parle des valeurs qui sont importantes pour elle, des valeurs en matière de protection de l'environnement, de retraitement des déchets, qui finalement ne sont pas vraiment le cœur, le cœur de l'activité professionnelle. Et ça me plaît d'avoir accès à ça. Excusez-moi, je m'auto-chronomètre. Le rapport au temps dans le processus de recrutement. Lorsque l'on sait qu'une entreprise met en place un recrutement constructif, lorsqu'elle le dit, lorsqu'elle explique comment elle va faire, voilà, première étape, quand, deuxième étape, quelle date, troisième étape, à ce moment-là, on peut se projeter et découper notre temps de travail et notre rapport au processus de recrutement et se dire dans 2 mois et demi, j'aurai une réponse définitive et j'ai ce temps-là pour me faire à l'entreprise et pour les rencontrer en fait. Voilà, donc le calendrier, de qui ça vient, la manière d'exposer les choses de façon, sans langue de bois, hein, c'est ce que disait Cynthia, avec se donner l'opportunité d'exprimer oui, des choses, des caractéristiques qui font que l'entreprise est ce qu'elle est et a une personnalité. Et puis, voilà, le calendrier, des manières de dire en tant que candidate, je te respecte déjà, j'ai conscience de la loi et j'ai conscience de tous les biais qui peuvent exister dans un recrutement et je vais essayer de les dépasser. Ouais, merci beaucoup pour ce retour concernant effectivement le cadre de l'offre d'emploi. C'est peut-être aussi le moment, Pauline, de partager notre vision sur l'offre d'emploi constructive et les bonnes pratiques. Tout à fait. Alors, vous avez déjà partagé beaucoup de choses qu'on voulait mettre en avant. Donc, mon intervention va être plus courte, mais c'est génial. C'était le but aussi. Mais effectivement, moi, on avait noté 3 choses sur l'aspect offre d'emploi dont on avait parlé. La première, c'est effectivement un processus et une offre d'emploi qui va être centrée sur des compétences. Donc, ça rebondit sur ce que vous disiez, sur finalement éviter les critères qui vont être excluants, voire discriminants, et se dire de quoi on a besoin. On a besoin effectivement d'une adéquation avec l'environnement de travail, avec ce qu'on a proposé, une motivation, mais aussi on a besoin de compétences, et donc que ces compétences soient explicites sur l'offre d'emploi. Voire même, c'est même d'aller au-delà que juste le mot quelqu'un qui a l'esprit critique, quelqu'un qui est créatif, me dire à quoi ça va servir de manière concrète dans l'offre. La créativité, ok, est-ce que ça va être imaginer des nouveaux designs pour des affiches, ou est-ce que ça va être trouver des solutions à un problème. Donc, c'est de rendre opérationnelles ces compétences pour limiter l'autocensure du côté candidat, et que ce soit constructif dans le sens où je sais à quoi ces compétences vont servir et je peux me positionner, oui, non, c'est quelque chose que je maîtrise ou c'est quelque chose que je me vois faire. Ce qui va aider, pourquoi c'est constructif aussi, c'est que ça va appuyer le feedback. Ça va être beaucoup plus simple de faire un feedback constructif si c'est très clair sur ce qu'on cherche et par rapport au candidat, qu'il soit au clair sur ce qui est attendu, que si c'est un peu plus flou. Le deuxième élément, c'était effectivement la visibilité sur le processus de recrutement. Je vais pas, Mariotte, t'en as beaucoup parlé, donc je ne vais pas forcément dire beaucoup plus de choses que ça. Ce qu'on a remarqué, nous, c'est que ça peut diminuer le stress de je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas à quel moment je vais avoir de réponse, je ne sais pas qu'est-ce que je vais devoir faire.
je ne sais pas qui je vais rencontrer. Donc, ça peut diminuer ce stress, un peu de l'incertitude ou du manque de visibilité et d'effectivement créer de la confiance. Je sais que c'est réfléchi, je sais que c'est organisé, je sais que je vais être accueillie dans différentes étapes. Et la dernière chose, c'était ajouter effectivement des mentions bonus. Mariotte a parlé de l'aspect environnement, mais ça peut être aussi si tous vos recruteurs ou recruteuses sont formés à la non-discrimination, ça peut être bien de le noter. Ben voilà, tous nos recruteurs-recruteuses sont formés à la non-discrimination, ce qui peut voilà, ajouter cette lien de confiance. Ok, je sais que normalement, je ne serai pas confrontée à ça dans ce recrutement-là. Ça peut être de dire que 100% des candidats reçoivent un feedback qui peut renvoyer ce sentiment de je vais être considéré, même si la réponse sera négative à la fin, je vais apprendre quelque chose sur moi et donc du coup, ben, ça va être constructif et ça me motive à me lancer. Je m'arrête là et je vous passe la parole pour aborder une deuxième thématique qui va être comment on construit un processus justement de recrutement constructif. Merci Pauline. Effectivement, le processus de recrutement demande aussi à être challengé pour y mettre au centre le candidat et ses ressources intrinsèques. Mélanie, du coup, lors de tes recrutements, comment crées-tu la rencontre avec le candidat ? Alors, je vais dire des choses que Pauline vient de relever également, parce que chez nous, c'est très important aussi cette bienveillance dont tu parlais. Tout d'abord, c'est d'être bien préparé aussi. Hein, ça commence de l'offre d'emploi pour le candidat, mais effectivement, nous, on prépare tout vraiment en amont. Avant de sortir une offre d'emploi, on réfléchit vraiment à quelles compétences clés, alors compétences métiers, de quelles compétences métiers on a besoin, parce que c'est effectivement important, mais aussi quelles compétences comportementales, donc ce qu'on appelle les soft skills. On doit trouver chez un futur recruté. Et effectivement, Pauline, c'était intéressant ce que tu disais de les mettre en lien avec les besoins du poste, c'est hyper important. Pendant l'entretien, nous, ce qu'on va aussi faire, c'est avoir si besoin, avoir une trame de questions préparées. Pourquoi ? Déjà, pour pas oublier certaines questions qui sont peut-être très importantes pour le poste, ou certains aspects dont on a vraiment besoin, dont on a besoin d'avoir une réponse. Et aussi, de ne pas sortir du cadre, hein, tout simplement pour éviter d'avoir des biais de recrutement. Ça existe, hein, des biais, on est tous humains. On va tous avoir des pensées parfois un peu parasites. Et en fait, le fait d'avoir bien tout préparé, tout noté, ça va nous aider à ne pas sortir de ce cadre-là, à respecter vraiment le candidat dans sa globalité, de ne pas poser des questions qui peuvent être effectivement déplacées. Alors nous, bien sûr, on ne fait pas, peut-être d'autres entreprises le font encore, mais vraiment éviter tous ces biais du recrutement. Ça a été dit aussi, mais par contre, pour nous, c'est très important que le processus soit très clair pour le candidat également. On va l'écrire sur notre site internet, on va l'écrire aussi dans le premier mail que reçoit la personne quand elle postule. Ils vont avoir un mail automatique qui va dire voilà, merci pour votre candidature et voici les étapes du process. Et lors du premier appel aussi, premier entretien téléphonique qu'on va avoir un candidat, on va lui rappeler ce process. On va lui dire voilà, d'ici 2 semaines ou d'ici X semaines, vous aurez un retour positif ou négatif. On fait toujours un retour négatif aussi. C'est important parce que certaines entreprises ne le font pas forcément, parce que pour X raisons. Et voilà, mon impact, en fait, moi, c'est vraiment de respecter la bienveillance lors des entretiens et lors du process. Comme je disais tout à l'heure, ne pas les mettre en situation de stress, respecter les valeurs de l'entreprise, leur transmettre dans la bonne humeur, etc. Et qui repartent vraiment avec ce sentiment positif après un entretien. Qui se disent pas cet entretien était vraiment horrible, atroce, j'ai pas été respectée, j'ai pas été écoutée. Non, qui ressortent vraiment avec un sentiment positif, qu'ils soient embauchés derrière ou pas, en fait, que ça leur serve vraiment à quelque chose pour la suite. Pourquoi pas derrière leur faire un feedback constructif, effectivement, même en cas de réponse négative. Oui, et en fait, c'est ce que aussi disait Pauline, que ce moment n'est plus une phase binaire qui ne doit apporter qu'à une seule partie. En fait, le candidat doit aussi avoir l'espace nécessaire pour transmettre l'ensemble de ses compétences dans un processus de recrutement. Et d'ailleurs, Mario, lors d'un recrutement constructif, quel outil t'a permis d'exprimer l'entièreté de tes ressources sans te sentir jugé ou testé ? Oui, un outil qui me met parfaitement dans le confort, c'est les mises en situation.
Alors, ce qui est intéressant avec cette possibilité, c'est que j'ai eu la possibilité de m'exprimer complètement sur justement les compétences attendues. Et là, il ne s'agit pas d'être jugé sur notre capacité à faire le récit de soi ou sur notre capacité à maîtriser des codes, parce que c'est souvent ça en fait, c'est que finalement, les RH ou les personnes qui nous recrutent se trompent d'objectif. C'est-à-dire qu'elles vont avoir une grille mentale où elles vont juger les candidats sur leur capacité à maîtriser un entretien, à maîtriser une candidature. Sauf qu'en aucun cas, on est expert des RH, on est des orateurs. Des orateurs, on n'a pas forcément tous et toutes des qualités de comédiens, comédiennes. Et parfois, voilà, c'est assez déroutant en fait. C'est que et ces mauvaises conditions de recrutement, elles peuvent justement générer beaucoup de stress. Et là où moi, je vais me sentir respectée et où je vais comprendre ce que l'on attend de moi et du coup, je vais avoir accès aux caractéristiques du poste, aux particularités de l'entreprise, c'est lorsque l'entreprise va être très claire dans sa manière d'énoncer ce qu'elle recherche. C'est des mises en situation qui se traduisent par plusieurs questions. Voilà, on vous pose ce type de questions, vous avez 2 semaines pour y répondre, vous y répondez de façon créative, de façon analytique, comme vous êtes et avec ce que vous avez accumulé dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle. Et ça, c'est très important, c'est que les mises en situation telles que je les ai vécues sont venus me chercher à des endroits où j'aurais eu beaucoup de difficultés à en parler lors d'un processus de recrutement classique. Et en fait, la différence entre un recrutement classique et un recrutement constructif, c'est que le recrutement classique cantonne à une certaine forme qui ne permet pas l'expression totale de ses expériences. Et lorsqu'il est proposé une simulation, une mise en situation, alors là, en plus, c'est à l'écrit, on a le temps, on est chez soi, on est débarrassé de tout un tas de polluants qui imposés par un oral, imposés par un entretien, une rencontre peut-être un peu brutale. Et là, on a le temps de se poser, on a le temps de réfléchir, on a le temps de comprendre les besoins du recruteur. Et c'est ça qui est important, c'est la rencontre des besoins réciproques, en fait. Et ce qui est mis en avant, c'est l'égalité. L'égalité dans la relation. Je parle à une entreprise d'égal à égal et elle vient me chercher, elle est en attente que je lui révèle des choses et elle réfléchit aux conditions de l'émergence de cette égalité dans la relation. Voilà, je crois que j'ai épuisé mon temps de parole. Merci Mariode et Mélanie pour ces partages. Ce sur quoi je voulais rebondir, c'est finalement, encore une fois, c'est pour nous, ça ne veut pas dire que ce que je vous dis, c'est la vérité et le truc à faire à chaque fois, mais nous, notre façon, à travers les expériences qu'on a eues avec nos partenaires ou même au sein d'Active Action, c'est pour construire un processus qui est cohérent et constructif. On se base sur un peu trois cercles et on essaie de trouver au centre de ces trois cercles le process le plus adéquat. Le premier cercle, ça va être les compétences que je veux cibler. Vous en avez parlé, effectivement. Quelles sont les étapes qui vont me permettre d'identifier ces compétences? Le deuxième cercle, ça va être les valeurs que je veux transmettre et incarner à travers ce processus. Si par exemple, j'ai une valeur de convivialité très forte dans mon entreprise, ben voilà comment je vais la transmettre à travers ce processus. Par exemple, ça peut être à travers le tutoiement, à travers des étapes où ben, on est face à cette convivialité. Et le troisième cercle, ça va être l'impact que je vais avoir sur
les candidats, ça peut être sur mon entreprise, etc. Quelle est mon intention en tant que recruteur, recruteuse, avec quoi je veux que chacun ressorte, etc. Et donc, en rassemblant ces trois critères-là, ça peut permettre de se dire, mon processus, il va ressembler un peu à ça. Et je rebondis sur ce que tu disais, Mariotte, sur l'aspect, je pense, qui peut-être un petit bonus, c'est aussi de se réfléchir comment il peut être inclusif dans le sens où, par exemple, ce que tu nous partages, Mariotte, c'est que toi, ce qui te permet de mieux valoriser tes compétences ou te projeter dans le poste, c'est les mises en situation. D'autres personnes, ça va des fois être l'inverse. Ils vont être beaucoup plus à l'aise à l'oral et les mises en situation où les choses par écrit vont les mettre en difficulté parce que c'est pas des choses qu'ils maîtrisent le plus et leurs compétences vont plus s'exprimer de manière orale. Donc, c'est aussi effectivement intéressant de se dire comment je peux diversifier un peu des étapes pour que finalement tout le monde s'y retrouve un peu. Et puis après, bon, bien sûr, c'est aussi au niveau des compétences recherchées. Si l'aspect analytique ou créativité par l'écrit est importante, c'est effectivement une étape primordiale. Et si inversement, c'est un métier qui va être très dans l'oral et très peu dans l'écrit, il y a aussi d'autres étapes à imaginer. Je vous propose qu'on passe maintenant à un élément, un autre élément important qui est la posture du recruteur, de la recruteuse pour créer un environnement de confiance et libérer, on va dire, la parole des candidats pour avoir un échange honnête et vrai. Merci Pauline. En effet, on a identifié qu'au sein du recrutement constructif, la posture a son importance. Moi, je voulais savoir en tant que candidate, Marie-Aude, qu'est-ce qui, dans la posture du recruteur, te permet de te sentir en confiance? Oui, alors je vais vous citer une phrase qui m'a permis de me sentir en confiance d'emblée à la lecture de l'offre d'emploi. L'entreprise s'exprime ainsi. Nous avons à cœur de ne passer à côté d'aucun talent et c'est pourquoi nous sommes fiers d'encourager tout type de profil à postuler à cette offre. Et pour moi, c'est très important parce que lorsqu'on est chercheur d'emploi depuis un certain temps, ce qui se passe, il y a beaucoup d'émotionnel et ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à l'autocensure, on a tendance à se couper l'herbe sous le pied soi-même, à ne plus postuler, à ne plus oser et à se dévaloriser parce que le temps passe et l'expérience professionnelle, eh bien, on ne l'a pas accumulée. On a accumulé peut-être d'autres types d'expériences qui sont très importantes en fait, qui permettent aussi de pouvoir se projeter dans un emploi, mais où c'est très difficile avec un recrutement classique de prouver ça. Donc ça, c'était une première chose que je voulais vous partager. Et ce qui me met en confiance, c'est le fait, oui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait de parler d'égal à égal. Et donc de sentir qu'il est possible de partager avec sincérité, de partager des choses avec sincérité. On va quand même être amené à travailler ensemble la majeure partie du temps. Donc, il ne s'agit pas de faire du fake, en fait, ni d'un côté ni de l'autre. Et ça, quand les conditions, justement, sont pensées pour que ni l'un et ni l'autre nous soyons amenés à surjouer quelque chose, c'est très agréable, ça met en confiance, comme dans n'importe quelle relation finalement. De quoi on a besoin? On a besoin d'authenticité, on a besoin de savoir aussi où en sont les gens également avec leurs failles. On dit marge de progression, mais voilà, où est-ce qu'on va pouvoir s'inscrire et se positionner. Et donc, c'est la projection dans le futur qui me met en confiance. C'est lorsque l'entreprise cherche davantage à savoir comment on va pouvoir travailler ensemble, comment on va pouvoir établir des liens demain, plus que qu'est-ce qui a été fait hier. Encore une fois, on s'adresse à des candidats complètement imparfaits, avec un taux de chômage énorme. Donc, les candidatures parfaites reviennent à chercher le coup de foudre, en fait. Personnellement, je ne crois pas au coup de foudre. Tant mieux si des gens passent par là, mais et parfois j'ai le sentiment que les entreprises, oui, recherchent quelque chose d'un peu illusoire de cet ordre-là. Donc voilà,
et le troisième point qui va me mettre en confiance, c'est la conscience sociale. D'où l'entreprise parle. Quelle est sa connaissance du contexte, on a parlé des discriminations, du contexte discriminant dans lequel elle évolue. Si on n'a pas conscience qu'une femme sur 3 subit au cours de sa vie des situations de harcèlement sexiste et sexuel, alors on ne fera pas en sorte de développer un environnement qui évite à ses collaboratrices de vivre ce type de situation. Et comment on montre à une candidate que l'entreprise est sincèrement non discriminante et sincèrement inclusive, ça passe par le langage inclusif, le langage épicène, le fait que, voilà, de dire ouvertement, comme disait Pauline, nous procédons à du recrutement constructif, nous avons des procédures non discriminantes, voilà. Super, merci pour ce partage. Du point de vue de la recruteuse, Cynthia, quels sont les comportements clés que vous devez incarner pour être constructive? Effectivement. Je rebondis sur une phrase très intéressante qui était il n'y a pas de candidat parfait, mais il n'y a pas non plus de recruteur ou recruteuse parfaite. Donc voilà. Et en fait, c'est vraiment, en tout cas, la façon dont je considère le recrutement. Je ne suis pas la sacro-sainte recruteuse qui a la science infuse et qui va juger ou je ne sais quoi. Il faut garder vraiment effectivement en tête que la personne qui vient postuler se met en danger, qu'elle se met à nu aussi et qu'elle sait qu'elle va être évaluée et mine de rien à un moment jugée, même si c'est avec toute la bienveillance du monde, ça reste un jugement. Et du coup, effectivement, il nous appartient, je trouve en tout cas, de se mettre à ce niveau-là du candidat et de se mettre nous aussi dans cette posture justement de jugement en quelque sorte et d'être atteignable et d'être accessible à cet échange qu'on aurait avec le candidat ou la candidate. En effet, c'est vraiment hyper important pour moi de mettre à l'aise le candidat, de créer un climat de confiance où il va pouvoir échanger, justement, on va pouvoir parler. Peut-être qu'il n'est pas tout à fait à l'aise à l'oral et on le sent tout de suite. Et dans ce cas-là, je ne vais pas hésiter, par exemple, souvent l'entretien traditionnel, c'est présentez-vous, on parle ensuite du poste et d'émission de l'entreprise, etc. Si je vois que la personne est trop stressée, je vais commencer moi à parler de l'entreprise, par exemple, des missions, jusqu'à ce qu'elle soit assez détendue pour pouvoir ensuite oser me parler d'elle. Des choses comme ça, surtout sur les jeunes, dont c'est parfois les premiers entretiens de recrutement ou sur quelqu'un qui a eu une mauvaise expérience, effectivement. L'idée, ce sera de le faire parler, de désamorcer tout ce stress, justement, peut-être en utilisant l'humour, peut-être en rebondissant sur ses loisirs. Ça marche souvent avec les jeunes quand ils sont un peu en mode je leur dis vous faites des jeux vidéo, vous jouez à quoi? Rocket League, blablabla. Enfin voilà, on désamorce, on plaisante et ensuite on peut rentrer dans un sujet un peu plus opérationnel. Pour moi, c'est ça. Première peut-être qualité en tout cas, c'est de pouvoir savoir mettre à l'aise et de créer un climat de confiance. La deuxième, pour moi, c'est également faire preuve d'une écoute en fait objective, respectueuse et le plus neutre possible. On a parlé souvent des biais, des jugements qu'on peut avoir, des clichés ou peut-être des premières impressions du c'est un coup de foudre ou quoi. Enfin voilà, il ne faut pas s'arrêter à ça. Faut vraiment réussir à poser des questions pas orientée, où la personne peut avoir cet espace pour justement argumenter, se présenter, parler d'elle, mais également être 100% présente à cet entretien. Je ne suis pas en train de faire mes mails ou de regarder mon téléphone pendant que la personne est en train de me parler de son parcours. Je l'écoute et je montre que je l'écoute et que je suis là pour elle également. Et enfin, il faut savoir aussi soi-même en tant que recruteur justement se remettre en question, s'interroger sur ces biais dont on a déjà parlé. Est-ce que je suis objective, pas objective? Qu'est-ce qui va peut-être me déranger dans cette réponse? Qu'est-ce qui fait que cette expérience ne soit pas que soit différente de ce que j'attendais, mais est-ce que ça peut m'apporter quelque chose ou pas, ce genre de choses? Et en écoutant effectivement Marie-Paul, je me suis dit, tiens, il faut aussi que j'en rajoute une. Pour moi, l'inclusion va tellement de sens que c'est vrai que je ne pense même pas forcément à en parler, puisque c'est tellement intégré pour moi que
Bah oui, je crois que je pense même pas à mettre dans mes offres tous les candidats et candidates sont les bienvenus, etc. Parce que ça tombe tellement de sens, sous le sens que, bah, voilà, que je me rends compte que je le fais pas. Donc merci pour cette réflexion suscitée par ton témoignage. Et voilà. Merci Cynthia. En termes de bonnes pratiques du coup qui ressortent sur cet élément de posture, Pauline, Oui, je vois le temps qui passe très vite, parce qu'il y a beaucoup d'échanges inspirants, donc je pense qu'on peut passer à l'étape d'après, parce que là, vous avez donné ces éléments clés qui sont quel est le cadre de notre recrutement, quelle est notre intention, et du coup, de manière verbale et non verbale, quels sont les comportements, les attitudes qu'on peut avoir. Donc, je ne vais pas apporter des choses supplémentaires. Je vous propose qu'on passe peut-être à l'aspect entretien individuel, peut-être les bonnes pratiques pour cet exercice-là. Parfait. Merci Pauline. On a vu que justement l'intention est indispensable dans le processus de recrutement et aussi en ce qui concerne la préparation. Mélanie, comment vous vous préparez avant les entretiens de recrutement? Oui. Alors, effectivement, c'est des choses dont on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas tout répéter, mais effectivement, être bien préparé, savoir quelles compétences et quelles soft skills on va aller rechercher chez le futur recruté. Bien sûr, on va se préparer en ayant lu les CV, c'est évident, en sachant quelles questions on va poser, est-ce qu'il y a des choses particulières à aborder selon le CV ou selon le poste. Mais ce que je vais rajouter, dont on n'a pas encore parlé là, et qui est important pour nous aussi, c'est d'avoir formé les managers aux entretiens en fait, et tout simplement au recrutement en fait. Parce que recruter, c'est un métier, je pense que Cynthia sera d'accord avec moi, c'est complexe, c'est quelque chose qui s'apprend. Et comme toute personne qui va mener un entretien, il faut qu'elle ait appris à mener un entretien. Il faut qu'elle sache le cadre légal du recrutement parce qu'il y a un cadre légal qui empêche justement ces discriminations dont on a parlé. Donc, on va vraiment former les managers pour qu'ils ne posent pas de questions interdites ou discriminantes, qui respectent justement ce cadre légal. Et qui participent eux aussi en fait à l'image positive qu'on veut donner de l'entreprise lors des entretiens. C'est-à-dire ne pas mettre le candidat sous stress, parce que ça sert à rien. Déjà un candidat sous stress, on l'a évoqué tout à l'heure, un candidat passe en entretien, c'est pas son métier, il n'est pas professionnel du recrutement. C'est nous les professionnels, donc c'est à nous de le mettre à l'aise pour récolter les informations qui vont être les plus intéressantes pour un futur poste. Donc voilà, c'est vraiment les former à ça, à ce cadre bienveillant aussi, et aux étapes de l'entretien. Un entretien, pour nous en tout cas, a des étapes. On va commencer par se présenter, évoquer aussi les étapes de l'entretien au candidat. Comme ça, il va savoir à quoi s'attendre. Il va savoir qu'on va lui poser des questions, il va savoir qu'on va revenir sur le poste à la fin de l'entretien, il va savoir qu'on va lui présenter l'entreprise et surtout qu'on va répondre à ses questions parce que c'est un vrai échange. Donc tout ça, ça se prépare. Nous, on est plutôt préparés vu que c'est notre métier. Mais ce qui est très important, du coup, là, de mon point de vue, vraiment, c'est de former nos managers pour éviter toutes les situations négatives qui peuvent parfois encore exister en recrutement. Oui, parfait. C'est effectivement aussi important que chacun des parties de l'entreprise soit formé à ces process-là et à ces biais. Alors, on va aller un peu plus vite que prévu parce que, bien entendu, on est toujours très optimiste sur le temps. On va passer directement à cette dernière dimension sur le feedback constructif. Et Mélanie, je voulais en profiter que tu aies la parole pour te poser la question. Toi, quelles sont tes bonnes pratiques de feedback pour le rendre constructif? Alors, en bonne pratique, pour rendre un feedback constructif, c'est tout simplement en fait vraiment partir des éléments qu'on aura notés ou qu'on aura pendant l'entretien. Qu'est-ce qui a fait qu'en fait on va pas. Là, je parle vraiment dans le cadre où on ne va pas recruter la personne parce que c'est souvent là que les personnes vont avoir besoin de feedback. C'est vraiment avoir noté, prendre des notes pendant l'entretien, c'est hyper important parce qu'on ne peut pas se souvenir de tout. Et toujours avoir en tête l'objectivité. Être objectif. On se met un petit peu en recul et on va dire et on va essayer d'expliquer pourquoi ça ne l'a pas fait pour ce poste-là, mais sans dire des défauts. On ne va pas évoquer vous avez des défauts, etc. ou ça vous avez mal fait. Toujours rester positif. Et je pense que c'est ça derrière le mot constructif, c'est rester positif. C'est même si ça ne l'a pas fait,
expliquer pourquoi et que la personne en fait ressorte avec des bonnes pratiques pour ses futures candidatures. Ok, super. Je laisse Pauline donner une bonne pratique. Oui, on vous partagera dans le compte rendu aussi d'autres éléments, mais il y a plein de choses qui ont déjà été dites de toute façon. Une chose sur laquelle nous, on insiste, c'est l'aspect d'utiliser le mot perçu. C'est dire finalement, on a perçu ça ou on n'a pas perçu ça parce que finalement, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas ses compétences ou c'est juste qu'à ce moment-là, dans cette rencontre, dans ce processus, on n'a pas perçu ça. Et on peut se tromper, comme vous l'avez dit, on n'est pas en tant que recruteur ou recruteuse parfait non plus. Et ça donne c'est constructif dans le sens où le candidat ou la candidate ne ressort pas avec j'ai pas cette compétence, mais plutôt j'ai peut-être pas réussi à la montrer ou le recruteur n'a pas réussi à l'avoir. Et donc voilà, nous on insiste beaucoup sur perçu, le mot perçu. Parfait, merci beaucoup pour cette bonne pratique. Je vous propose de passer aux questions pour qu'on puisse quand même prendre le temps des questions qui ont été posées pendant ce temps. Voilà. Mélanie et Cynthia, il y a une question qui a été posée. Le recrutement par simulation n'est-il pas une des solutions pertinentes pour ne pas se louper, aussi bien pour le recruteur que le candidat? Par simulation? Oui, alors... Ça peut être à double tranchant. Peut-être, effectivement, déjà, ça va dépendre des postes. Alors nous, du coup, en informatique, on a toujours 2 entretiens. Un premier entretien, effectivement, de présentation, de prise de température, et un deuxième entretien qui va être plus technique sur des questions vraiment techniques. Il m'est arrivé également, pour recruter mon assistante, de faire, par exemple, des petites mises en situation opérationnelles à envoyer à faire à la maison, des choses comme ça. Mais néanmoins, ça se prête pas partout et il y a plusieurs offres d'emploi également offres d'emploi, façons de travailler en tout cas ou de mettre en œuvre la mission qui vont également dépendre du contexte de l'entreprise. Donc, il faut faire attention à qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre dans cette simulation, qu'est-ce qu'on veut vraiment et quel est le but observé, ou en tout cas attendu de cette simulation, de ce recrutement par simulation. Donc, oui, parfois c'est bien, parfois peut-être qu'un échange va être peut-être plus constructif justement, peut-être que le soft skill va être plus important que le hard skill, que la compétence technique en tant que telle. Ouais, je pense que c'est très très situationnel. Mélanie, qu'en penses-tu? Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose peut-être? Non, c'est bon, c'est assez complet, ouais. Super, merci. On a une seconde question qui est posée. Les expériences passées classiques, voire négatives, ou simplement le stress généré par l'exercice de l'entretien font que certains candidats peuvent être hermétiques à une approche constructive ou bienveillante. Chat échaudé, craint l'eau. Comment agir en face d'un candidat dans cette position, notamment pour l'amener à avoir confiance en la démarche? Moi, je pense qu'il faut expliquer en fait. Effectivement, un candidat peut être échaudé par des situations qu'il a vécues et c'est tout à fait entendable. Hein, vraiment, ça existe. Je pense qu'il faut expliquer, il faut être clair avec nos pratiques, avec notre processus. Il faut vraiment être très transparent en fait. Pour nous, la clé, c'est vraiment la transparence. Une personne qui va avoir toutes les infos, elle va être à l'écoute, elle va être ouverte. Et quelqu'un qui va être, on en a parlé tout à l'heure, en situation de stress à un entretien, Cynthia en a parlé, c'est mettre à l'aise en fait, tout de suite, dès qu'on remarque ça, c'est mettre à l'aise la personne, c'est la faire rigoler, parler un peu de nous, faire une blague si besoin, utiliser l'humour. L'humour, ça marche toujours. Et en plus, ça va vraiment montrer une valeur qui est la bienveillance. Voilà, c'est mon point de vue. Très bien. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Oui, Marie-Aude. Oui, je vais prendre quelques précautions de langage avant de dire, pour répondre à la personne qui pense au candidat, cette candidate que j'ai pu être également, qui avait tellement perdu confiance que je n'arrivais pas à me dire que c'était possible de rentrer dans un processus constructif et pour moi, ce n'était que des éléments de langage. C'était un travail sur l'image, un de plus, du marketing de soi, un de plus.
Et ce qui m'a fait basculer de l'autre côté, c'est que justement, peut-être qu'il serait intéressant de se débarrasser de la notion de bienveillance et de la remplacer par... je n'ai pas d'autres mots là sous la main, mais il doit y en exister, par de l'insincérité, de l'authenticité et un rapport d'égal à égal. C'est vrai qu'il est tentant de dire on est tous sympas, on a tous envie que ça se passe bien et on a tous envie d'être bienveillants les uns avec les autres. Attention parce que, enfin, faut pas s'illusionner. Le recruteur, l'entreprise est quand même en position de force. On vient chercher un travail, on a besoin de manger, on a besoin de se loger. Je crois que c'est important d'avoir justement cette asymétrie en tête et de ne pas faire semblant en fait que travaillons ensemble effectivement à rejoindre une forme d'égalité pour se parler, pour que le meilleur de chacun ressort, enfin le meilleur en matière de qui on est. Mais n'oublions pas que la condescendance frôle parfois la notion de bienveillance. Et ça, peut-être, c'est un élément de réponse pour dire, même dans les situations de recrutement constructif, on peut avoir des réticences et je fais partie de ces candidates qui pourraient avoir des réticences face à, oui, à certains types de vocabulaire utilisés comme des formules magiques. Voilà, c'est un petit point de vigilance. Merci, merci à toi, Marie-Aude. Si il n'y a plus de questions, j'aimerais pouvoir faire témoigner Cynthia sur en tant que recruteuse, quelle histoire souhaites-tu nous partager une histoire inspirante du recrutement constructif? Effectivement. Eh bien, je vais vous parler d'une personne qui fait partie de notre entreprise encore aujourd'hui. Donc, petit spoil, elle a été embauchée, mais son histoire a été assez chaotique. Pourquoi? Parce que je publie une première annonce à laquelle elle répond et elle m'envoie un CV sans coordonnées. J'essaye de la rejoindre sur LinkedIn parce qu'en plus, c'était une femme. Alors du coup, je lui tenais, j'étais là, oh non, en informatique, on n'a pas beaucoup de femmes. Donc j'étais là, oh bah non, pour une fois qu'il y a un CV intéressant d'une représentante de la gente féminine, etc. Je la joins sur LinkedIn, elle ne me répond pas. Je suis bon, bah tant pis, bah, je laisse tomber, hein, je ne vais pas non plus harceler les candidats. Et quelques mois après, elle repostule à pratiquement la même offre. Et je lui dis, bah, quand même. Alors là, je lui réécris sur LinkedIn, je veux bien, mais cette fois, il faut quand même me répondre. Et du coup, elle fait, oh, mais pardon, etc. Et elle m'explique qu'en fait, à ce moment-là, elle n'était pas bien dans sa peau, ou je ne sais pas quoi. Enfin voilà, elle avait des problèmes qui faisaient qu'elle n'était pas 100% dans le recrutement, mais que maintenant, ça allait mieux, etc. Donc, on la reçoit en entretien. Et c'est une personne que je trouve du coup motivée, qui reparle effectivement de sa situation d'il y a quelques mois, où elle disait, je suis désolée, j'étais pas 100% dans le processus, etc. Elle avait quand même quelques gaps techniques. Et du coup, je me disais, mince, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je privilégie effectivement les soft skills? Est-ce que je me tiens à la première impression qui n'était pas super de la personne qui ne me répond même pas? Est-ce que je lui donne sa chance? Je me suis dit, on va tenter. Et aujourd'hui, ça fait presque 1 an qu'elle est chez nous. Elle est apparemment très épanouie en tout cas. On lui a récemment confié de nouvelles missions. Elle s'est développée techniquement, humainement, elle est géniale. Voilà, on est tous ravis de la voir et je suis mille fois contente de ne pas m'être juste arrêtée à ouais, enfin, elle m'a même pas répondu, elle n'a même pas mis son CV, son téléphone sur son CV, quoi. Donc voilà, donc si un jour elle voit ce webinaire, je la remercie de sa présence et c'est fantastique et c'est une très belle histoire qu'on vit grâce à elle. Voilà. Merci beaucoup, Cynthia, pour cette belle histoire inspirante et merci infiniment pour votre temps et votre intervention à vous trois. Je crois qu'on voilà, on a dépassé de 1-2 minutes, juste le temps de conclure. On voit qu'on a encore beaucoup de choses à explorer sur ce sujet et chaque structure a ses spécificités, des enjeux aussi qui sont différents selon le secteur d'activité, les profils recherchés, l'implantation de son entreprise et chaque stratégie de sourcing et de marque employeur est différente et doit être adaptée à ces enjeux.
Pour continuer un peu dans cette dynamique, nous vous proposons une session de co-apprentissage sur tester son processus de recrutement constructif avec vous, recruteurs. Nous allons pouvoir échanger un temps de 1h30 mercredi 11 mai. Donc, si vous souhaitez participer pour aller dans le prolongement de ce webinaire, et nous, pour aller un peu plus loin en termes d'action, Active Action accompagne aussi les entreprises dans leur marque employeur, mais aussi à la formation au recrutement inclusif et constructif, à former effectivement, comme le disait si bien Mélanie, les managers à cette pratique-là et de pouvoir accompagner par la suite les candidats non recrutés. Et on met aussi en place, on organise au sein des entreprises des ateliers de sensibilisation comme la fresque de la diversité sur les sujets de l'inclusion. Et enfin, je voulais terminer, on a abordé en fait l'impact du recruteur sur la recherche d'emploi et sur les candidats. Et la question qui me vient, c'est et si aujourd'hui, proposer un recrutement constructif permettait de développer l'impact social de l'entreprise et que le recruteur se positionne vraiment en tant que recru-acteur. Et je pense que pour répondre à cette question, ça mérite un autre temps d'échange et je vous propose qu'on se retrouve pour un prochain webinaire pour justement développer cette question d'impact social de l'entreprise auprès des candidats. En attendant, je vous remercie encore pour ce temps. Un mail suivra avec le lien pour le replay de ce webinaire et le compte-rendu des bonnes pratiques qu'on a soulevées lors de cet échange. Et je vous remercie pour vos questions et votre temps.